La Matmut vous présente la quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, et voilà, une nouvelle quotidienne. Bonsoir mon cher Félix, on va tout de suite... Allez, je vous laisse répondre bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Vous savez ce que j'étais en train de me dire? J'étais en train de me dire que finalement cette quotidienne qu'on fait pour vous depuis le 21 octobre dernier, bien ça finit par constituer une petite famille. La famille de qui? Comme ce soir, de tous ceux qui sont venus en plateau et qui apportent un peu d'eux-mêmes, un peu de leur vie, un peu de leur réalisation, qui repartent avec. Et en fait, j'ai l'idée que la quotidienne sur LCN, c'est finalement un réseau social à part entière. Le réseau social de tous ceux qui, en Haute-Normandie, ont envie que ça bouge, ont envie de faire des choses et communiquent ça à tout le monde. Et pour ça, ils viennent sur la quotidienne. LCN Network, réseau social. C'est une très belle vision de notre émission, Sylvain. Merci beaucoup. Et justement, des gens qui ont envie de parler de l'actualité locale ce soir, encore une fois. Je commence par mon invité de gauche, Pierre-Julien Cléda, qui est libraire à la librairie Funambule à Rouen, rue Jeanne d'Arc. Bonsoir, bienvenue. Il vient nous présenter une nouvelle bande dessinée dont il n'est pas l'auteur, mais qu'il vend. Il est le libraire, C'est ça, qui est totalement dédié à Alpine, évidemment, une voiture qui a une grande histoire locale. Alors, j'essaie de la mettre droite, vous voyez, j'essaie de la mettre bien droite. Voilà. Très très belle BD, restez bien avec nous, vous allez voir, c'est passionnant. C'est du Made in France avec des dessinateurs belges. D'accord. Voilà. Bon, c'est déjà C'est pas un mal. gage de bonne qualité. C'est une histoire très locale. Voilà. Et puis l'engagement surtout d'un libraire du coin pour ce beau produit. Et évidemment, une entreprise de la région, bien sûr, puisque Alpine est diepois. On va parler de l'agriculture bio avec nos deux invités, avec Juliette Jourdan, qui est réalisatrice pour la société Good Camera Production et qui a eu un coup de cœur pour une ferme bio qui est basée à Bacqueville-en-Caux et qui est tenue par Pascal Elouin. Bienvenue à tous les deux. On va parler tout de suite de votre projet justement et de votre activité de producteur bio. En deuxième partie, des jeunes dynamiques qui n'en veulent, comme disaient les Deschiens, qui ont organisé une course un peu particulière qui se déroulera lundi prochain, lundi 14 à Rouen. Ça sera dans la P2, évidemment, la chronique de Rodolphe et un jour en Seine-Maritime. Voilà le programme, Sylvain. Merci Félix, tout ça est très complet et j'espère très attractif pour vous qui nous regardez. Tous les voyants sont au vert, les ceintures de sécurité sont attachées. Et allons-y, c'est parti. À vous l'honneur, les commandes pour lancer cette émission, Félix. Merci Sylvain, mais honneur aux dames. On va commencer par Juliette Jourdan. Juliette, vous avez eu un coup de cœur récemment pour une ferme biologique. Racontez-nous comment ça s'est fait et pourquoi vous avez eu envie de travailler sur cette ferme. Voilà, on a rencontré avec mon ami cette ferme biologique. On cherchait des légumes bio en fait dans la région et on a découvert cette ferme qui a l'originalité de vendre ses légumes en libre service. Et donc on a commencé à en acheter et puis on a rencontré les gens qui travaillaient là-bas et notamment Pascal et puis Christian, son employé, etc. Et l'idée nous est venue de filmer leur travail. Dans ce souci de montrer et de témoigner la noblesse de ce travail, de ces gens qui nous donnent à manger, et puis de voir l'évolution des légumes qui poussent, et voilà, du travail de la terre, etc. Si vous me permettez, Félix, moi, vous savez, il ne faut pas me la raconter. Quand on commence en disant « j'ai eu un coup de cœur pour une ferme, pour un établissement d'agriculture biologique », non, c'est pas vrai, vous avez eu un coup de cœur, en fait, pour... l'exploitant. Oui. Et en fait, toute cette histoire, vous êtes en train de nous la travestir. En fait, c'est l'amour est dans le pré. Non? Ça serait pas ça? Non, mais c'est vrai que ils étaient sympas. Ouais, voilà. Allez, on va. C'est l'amour dans le pré. Non, c'est l'amitié dans le pré. L'amitié dans le pré. Il se passe quelque chose aussi quand on fait des films. On filme un travail. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Et on était, voilà, on vient de Paris, Juliette, on vient de Paris, on est là depuis à peu près depuis août 2012, donc ça fait pas très longtemps. On découvre le charme local. Et le travail de la terre, ça nous a plu de le filmer. Voilà, parce qu'il y a un travail de patience. Et en bio, en plus, il y a un travail réel, manuel, parce que les herbes, il faut les enlever à la main.
Et puis, c'est de l'échelle locale. Voilà. Donc, tout ça nous a plu. Et puis c'est beau. Félix, beau, je me calme. C'est promis, je me calme, on redevient sérieux 2 secondes. Mais vous avez mis dans l'embarras Pascal, puisque sa femme est à côté en train de regarder l'émission, mais on va essayer de reprendre un petit peu le fil de votre histoire. Vous avez commencé en 2000, vous étiez en agriculteur traditionnel et vous vous êtes dit je vais me lancer dans le bio. Pourquoi cette volonté ? En 2000, oui, j'étais en conventionnel et puis j'avais des voisins qui faisaient un peu de bio. Et j'ai dit pourquoi pas moi. Donc on a converti l'exploitation par tranche et ça s'est terminé par les animaux en 2013. D'accord, alors rappelez-nous quels critères il faut respecter pour pouvoir obtenir le label bio. Le critère principal, c'est pas de produits chimiques, donc pas d'engrais, pas de pesticides. Donc ce qui complique, donc au niveau du désherbage, c'est du désherbage manuel ou mécanique. Et au niveau des engrais, c'est des engrais organiques. Donc c'est des produits qui sont moins poussés, moins plein de flotte, qui sont plus goûteux. Bon, parce qu'on tient compte aussi du choix de la variété. On essaye de choisir des variétés qui sont vraiment très, très bonnes au niveau goût. Comment on peut faire, nous, sur la quotidienne, Félix et moi, pour être moins plein de flotte et plus goûteux ? C'est-à-dire que vos conseils, finalement, pour qu'on fasse une émission de télévision bio ? Déjà, manger des légumes bio. Oui, ça va transparaître à l'écran. Ça va transparaître, vous allez avoir le sourire encore plus que vous l'avez déjà. Et puis, voilà quoi. Donc voilà, plus de pertes aussi. Quand on n'a pas les pesticides, il faut s'attendre aussi à avoir un peu plus de pertes. Déjà des légumes qui ne sont pas toujours aussi esthétiques et qui n'ont pas un calibre régulier. Éventuellement, il y a un petit puceron ou une petite limace, c'est aussi un des critères en bio. Et puis, par contre, on s'y retrouve au niveau du goût et puis la qualité, quoi, globalement. Et puis, pour l'environnement, c'est quand même un plus. On fait quelque chose de très positif pour l'environnement. Et alors, est-ce que vous constatez que les clients sont prêts à payer un petit peu plus cher, avoir des légumes moins esthétiques, justement, pour avoir la qualité derrière ? Donc oui, quand on dit que c'est un peu plus cher, quand on reste en direct, quand vous venez chercher des légumes chez moi, ou vous allez au Carrefour Market du coin, je suis à peu près au même prix. Bien entendu, dès qu'on a des intermédiaires, il y a un petit décalage au niveau prix. Mais bon, vous évitez le gaspillage, parce que souvent il y a du gaspillage dans les exploitations, dans les ménages. Voilà, un peu moins de gaspillage et au niveau du budget familial, ça reste tout à fait correct. Quand vous choisissez le bio, Pascal est loin, est-ce que c'est par détermination personnelle, par forte croyance qu'il faut aller dans cette direction ? Est-ce que c'est pour s'adapter ou pour capter un nouveau marché ? Est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça ? C'est un ensemble. À la base, j'ai quand même vendu des engrais et des produits chimiques. Et puis, à un moment donné, on arrive à saturer et on voit de l'autre côté qu'il y a la demande, les consommateurs font la demande. Donc voilà, on a dit on va essayer, il y a une demande, donc il y a un marché, si on peut produire et vendre derrière, si on peut gagner notre vie comme en conventionnel, voilà, pourquoi pas se lancer, quoi. Alors pour mieux gagner votre vie et réduire les coûts pour les clients, vous voulez développer la vente directe justement, donc vous avez besoin de communiquer, j'imagine qu'à cet effet voilà. le reportage réalisé par Juliette va vous aider. Comment vous comptez procéder au-delà de la communication pour favoriser la vente directe ? Voilà, on essaye, j'utilise aussi ce biais-là de l'émission pour... je suis un peu à la recherche aussi à développer des paniers sur Rouen, donc un système d'AMAP ou équivalent. On va essayer de développer des marchés peut-être sur Yvetot, là on a quelque chose sur Yvetot. Et puis grâce au site internet Ferme du Pavé Bio. Alors on le redit, attendez, parce qu'on est là pour vous donner un coup de main aussi. Alors on le redit clairement pour que tout le monde le note. fermedupavébio.fr. Un pavé comme un pavé, P-A-V-E. Un pavé comme un pavé, et tout se touche. Voilà. Fermedupavébio.fr. Donc vous avez la petite vidéo de Juliette qui est très, très bien faite avec un fond musical qui est très entraînant. Et puis, donc on essaye de mettre en avant les produits du moment. Enfin, je vends aussi des caisses de viande biologiques. Bon, parce qu'il y en a un peu marre de faire venir du bout du monde des produits qui ne sont pas des produits de saison de chez nous. Non ? Oui. Non mais attendez, je reprends un peu tout ce que nous disent les critiques gastro, oui. les gens qui veulent revenir aux choses naturelles. Attendez, mangeons les produits de chaque saison. Et puis attendons la saison prochaine pour manger les produits qui vont suivre. Voilà. Aujourd'hui, c'est les radis, le début des salades,
la fin des produits racines, des endives, de la mâche. Et les tomates, la tomate, on attendra le mois de juillet. Eh ben, on attend le mois de juillet Voilà. parce qu'il n'y a pas de raison de manger des tomates du bout du monde actuellement. Voilà. Je suis désolé, moi. Hein, Voilà. Non, mais... Non, vous avez tout à fait raison. Merci. On rappelle que l'originalité justement de votre ferme, c'est distributeur, donc c'est 24 heures sur 24, tous les jours, on peut aller chercher son panier de légumes dans un casier avec un peu de monnaie, c'est l'idée? Oui, sur le principe, c'est 24 heures sur 24, mais la nuit, j'ai arrêté parce que c'est une machine et bon, on peut avoir un petit problème mécanique. Maintenant, c'est plus la machine, on sonne chez vous à 2h du matin. Voilà, exactement. Donc maintenant, c'est une journée élargie jusqu'à 8-9 heures le soir, enfin, tant qu'il fait jour, quoi. Et puis, donc ça nous libère le temps, on n'est pas obligé de rester sur un magasin. On a une quarantaine de cases où on met les légumes et on passe le matin, le midi, le soir pour réapprovisionner. Il peut arriver éventuellement que de temps en temps on ait une rupture de stock parce que il y a 3 clients qui passent à la suite et qui vident les cases. Voilà, pour nous, c'était le moyen de pouvoir proposer les légumes sans ouvrir un magasin et de mettre une personne à la journée sur un magasin. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pascal Elouin, merci Juliette Jourdan. On va parler un petit peu voiture maintenant, Sylvain? Vroom vroom, c'est parti. Allez, on met le panier à légumes avec tout ce qu'il y a dedans à l'arrière de la berlinette et on actionne le démarreur. Oui, avec Pierre Julien, alors qui vient nous présenter une bande dessinée qui est sortie tout récemment, qui est le fruit du travail de Denis Bernard, de Robert Paquet, et je vais vous laisser prononcer le nom du... Christian Papazoglakis. Très bien, bien joué. Donc, ils sont 3 scénaristes, auteurs, dessinateurs issus de la Belgique, mais qui sont intéressés à un petit bijou diepois et au normand qui s'appelle l'Alpine. Oui, tout à fait, Félix. En fait, l'idée de départ, c'est une collection qui s'appelle Plein Gaz chez l'éditeur Glénat, qui est une collection dédiée vraiment au sport mécanique. Et avec 2 dessinateurs mythiques qui sont Robert Paquet et Christian Papazoglakis. J'ai beaucoup répété. Hein, Bravo. Qui sont 2 auteurs belges, 2 dessinateurs belges qui sont vraiment très talentueux et qui ont été formés à l'école Jean Graton. Jean Graton, le papa de Vaillant, de la série Michel Vaillant. Michel Voilà, Vaillant. tout à fait. Oui. D'ailleurs, on retrouve un petit peu, d'ailleurs. Regardez, il y a des images qui passent à l'antenne. Il y a un petit air de famille avec Michel Vaillant pour tous ceux qui Exactement, connaissent. ce sont vraiment des dessinateurs de haut vol qui ont fait leurs armes chez Jean Graton et ensuite ils ont pris leur envol et se sont attelés à d'autres albums dans cette collection Plein Gaz et ils reviennent là avec cet album Alpine où on va parler de l'épopée de toute la firme diepoise. Depuis la création en 1955. Cette berlinette qui, à une certaine époque, s'est appelée le poisson diepois. Hein, Ah oui, vous avez ça en tête? Non, je ne savais Oui, pas. tout simplement parce que la pêche diepoise, s'associant à l'effort de cette entreprise diepoise qui fabriquait la berlinette, s'est associée en sponsoring. Et donc, je crois que c'était poisson diepois, poisson de choix, quelque chose comme ça. Et le surnom de la berlinette est devenu le poisson diepois à une certaine époque. Anecdote intéressante qu'on pourra Merci confirmer. Sylvain, on vous fait confiance. Et donc évidemment, cette voiture est intimement liée à son créateur, Jean Rédélé. Vous pouvez nous en dire un petit mot justement. Voilà, il était à l'origine du succès de cette voiture. À un moment, ça s'est pas très bien passé avec Renault, qui a pris un petit peu le contrôle des opérations. Mais c'est à la base la passion d'un homme qui était pilote automobile. Hein. Il faut savoir que le nom de l'Alpine, de la marque Alpine qu'il a créée à Dieppe donc en 1955, provient de ses succès en fait, au cours de courses automobiles, notamment dans les Alpes. Et c'est suite à ces différents succès en course qu'il a décidé de créer sa firme en reprenant sous le thème Alpine par rapport à ses succès automobiles dans les Alpes. Ah, ça vient de là? Ça vient de là, ouais, tout à fait. C'est un pilote émérite qui ensuite s'est consacré vraiment corps et âme sur le lancement de cette nouvelle firme. Et puis dès le début, il a eu l'idée d'utiliser des moteurs Renault en fait. Dès le début, il s'est consacré en se disant on pourra comme ça faire réviser ces véhicules dans les régies Renault, ce qui permettra justement de développer auprès du grand public la marque Alpine. Et il a été assez visionnaire puisque dès le début, il s'est dit je vais utiliser le sport automobile comme moyen de communiquer sur la marque, puisque c'est un vecteur magnifique pour communiquer sur cette marque mythique. Et on se souvient peut-être moi j'étais pas né, mais en 1973, Alpine devient le premier champion du monde des rallyes. C'est le premier championnat du monde des rallyes. On connaît maintenant beaucoup Sébastien Loeb.
de l'Est de la France, mais le premier championnat du monde des rallyes date de 73 et Alpine va être le premier constructeur à remporter cette épreuve. Ah, moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai l'âge qui fait que je peux m'en souvenir. Je lisais quand j'étais plus jeune un magazine en kiosque qui s'appelait Échappement, dans lequel on suivait les épopées de Jean-Claude Androuet, qui était un fameux pilote de rallye qui courait sur Alpine. Puis autre anecdote, Félix aussi, l'ex numéro 2 de Renault, puisque vous avez parlé du lien entre Alpine et Renault, qui s'appelle Carlos Tavares, et qui est un fondu d'Alpine et de Berlinette, a récemment, comme on le sait, quitté Renault pour être maintenant le patron de PSA. Oui, et pour compléter l'histoire actuelle, le constructeur anglais Caterham, qui devait participer au projet de la nouvelle Alpine, s'est désengagé. Pour autant, du côté de Renault, on maintient a priori la nouvelle Alpine pour 2016. Donc voilà, croisons les doigts pour que cette histoire revive. Justement, dans cet album, il est question on revient historiquement sur cette voiture, sur Jean Rédélé. Il y a un petit peu de scénario, on a un petit peu romancé. Tout à fait. On n'est pas sur une version chronologique. On commence vraiment l'album sur 1973, justement, sur cette année mythique où Alpine va devenir champion du monde des rallyes. Et on va ensuite continuer avec le choc pétrolier de 73. La guerre du Kippour, et qui va mettre un petit peu un frein, je dirais, à l'émergence des rallyes automobiles. Et le scénariste va à ce moment-là repartir à l'origine de la création de la firme par Jean Rédélé en 1955. Donc on va faire des petits allers-retours dans le temps comme ça. C'est vraiment... Félix, si on était encore le 1er avril, j'annoncerais que Alpine va sortir à l'horizon 2018 une nouvelle berlinette avec des gros pneus de tracteur électriques pour permettre la culture bio. Mais on n'est pas le 1er avril, donc je m'abstiens. Vous l'avez fait quand même. Pour justement rencontrer ces auteurs, ces scénaristes, ces illustrateurs talentueux, c'est possible de les découvrir chez vous samedi 12. Samedi 12 avril, à partir de 14h, j'ai la joie de recevoir en fait à la librairie Funambule rue Jeanne d'Arc à Rouen. Rue Jeanne d'Arc à Rouen, voilà. D'accord. Les deux dessinateurs, Ouais. donc Robert Paquet et Christian Sylvain, vous avez révisé. Papazoglakis. Voilà. J'ai du mal à le dire. Très bien. Et une autre BD, juste pour conclure rapidement, si vous êtes mordu de F1 et notamment d'un pilote mythique, Ayrton Senna, donc c'est par les mêmes auteurs. Les mêmes dessinateurs qui viennent de sortir la semaine dernière ce nouvel album. Voilà, on revient sur cette carrière du pilote brésilien, absolument mythique également. Bon, c'est très bien. Merci à tous. Voilà. Merci à tous d'être venus pour cette P1 de la quotidienne. Maintenant, pub, info, et puis toujours en direct après pour la P2. À tout de suite. La Matmut vous présente la quotidienne.